Ma robe de mariée était un fantôme accroché au dos de ma porte, tout en dentelle ivoire et en promesse silencieuse. Dans 3 jours, j'étais censée la porter. Dans 3 jours, j'étais censée remonter une allée parsemée de pétales de rose pour me jeter dans les bras de Liam, l'homme que j'aimais plus que mon propre souffle. Mais il y a 1 heure, ma mère m'a fait asseoir, son visage un masque de chagrin, et m'a tendu un dossier de documents qui a réduit mon conte de fées en cendres. La vie que j'avais méticuleusement planifiée, l'avenir que j'avais chéri, n'était qu'un mensonge magnifiquement construit, dévastateur de crédibilité. Alors, que fait-on quand on découvre que son prince charmant est en réalité le dragon? On ne crie pas, on ne pleure pas, on devient la reine. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. La robe me semblait maintenant une moquerie, un linceul à 5000 $, pour un avenir déjà mort. J'ai suivi du doigt les perles complexes du corsage, chaque petite perle un témoignage d'un rêve que je ne reconnaissais plus. Juste 3 jours. 72 heures avant que je ne sois censée devenir Madame Liam Henderson. C'est drôle, n'est-ce pas? Comment une seule conversation peut faire exploser votre monde entier? Les mots de ma mère résonnaient encore dans le silence suffocant de ma chambre. Chaque syllabe, un éclat d'obus. « Il nous vole, Hannah! Depuis le tout début !» Ce n'était pas seulement un vol d'argent, c'était un vol de confiance, d'amour, des 5 dernières années de ma vie. Chaque rire partagé, chaque secret chuchoté, chaque tendre baiser était maintenant souillé, redéfini comme une manœuvre calculée dans une escroquerie de longue haleine. Liam, mon Liam, l'homme qui me tenait la main pendant les films d'horreur et m'apportait de la soupe quand j'étais malade, était un prédateur portant le masque d'une âme sœur. Le choc était une chose physique, un poids froid et lourd dans ma poitrine qui rendait la respiration difficile. Mon premier réflexe a été de briser quelque chose, de crier jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, de l'appeler et de déchaîner un torrent de rage et de douleur. Mais alors que je regardais mon reflet dans le miroir en pied, voyant le fantôme d'une mariée me fixer en retour, un sentiment différent a commencé à faire surface, se frayant un chemin à travers le chagrin comme une mauvaise herbe tenace. C'était une rage froide, silencieuse et absolument terrifiante. Il m'avait sous-estimé. Lui et sa mère venimeuse, Eleanor, m'avaient regardé et avaient vu une fille naïve et confiante, un tremplin vers la richesse de ma famille. Ils pensaient que j'étais juste un autre actif à liquider. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. Le mariage n'était pas annulé. Oh non, le spectacle allait continuer, mais la fin allait être très très différente de celle qu'ils avaient prévue. Je n'allais pas être une victime dans cette histoire. J'allais être l'heure des comptes. J'ai rencontré Liam un mardi pluvieux d'avril. J'étais blottie sous le vent d'un café, ayant oublié mon parapluie, quand une élégante voiture noire s'est arrêtée au bord du trottoir. La vitre s'est baissée, et il était là, son sourire comme une éclaircie soudaine dans les nuages. « On dirait que vous auriez besoin d'un lift », avait-il dit, sa voix un baryton chaud et suave. C'était comme une scène de film, trop parfaite pour être vraie. Il était d'une beauté dévastatrice, avec des cheveux sombres qui tombaient parfaitement sur son front et des yeux de la couleur du whisky ambré. Il travaillait dans la finance, m'a-t-il dit, pour une grande et impressionnante société du centre-ville. Il était charmant, intelligent, et il vraiment écoutait quand je parlais de ma passion, l'hôtel-boutique de ma famille, l'auberge du Ruisseau des Saules. Je me souviens avoir pensé que c'était le destin. Pendant 5 ans, c'est ce que j'ai cru. Notre romance a été un tourbillon. En moins de 6 mois, il me disait qu'il m'aimait. En 1 an, nous vivions ensemble. Il s'est intégré dans ma vie si parfaitement, c'était comme si une pièce de mon âme dont j'ignorais l'absence s'était enfin mise en place. Il a charmé mes parents, surtout mon père. Papa, un homme qui avait bâti son entreprise à partir de rien, voyait en Liam une version plus jeune de lui-même, ambitieux, vif et plein d'idées. Liam passait des heures avec mon père dans son bureau, à parler affaires, tendances du marché et stratégie d'expansion. Il était tout ce qu'ils avaient toujours voulu pour moi, et plus encore, il était parfait, trop parfait. La demande en mariage a eu lieu lors de notre 3e anniversaire, lors d'un voyage à Paris qu'il avait organisé en surprise. Sur un balcon surplombant la tour Eiffel, il s'est agenouillé avec une bague qui avait dû coûter une fortune. Bien sûr, j'ai dit oui. Comment aurais-je pu refuser? Il était mon tout. À notre retour, la planification du mariage a commencé, ainsi que son intégration plus profonde dans l'entreprise familiale. « Je veux juste aider, ma chérie », disait-il, son ton empreint de cette sincérité étudiée. « Vous avez tous construit quelque chose d'incroyable, mais vos systèmes comptables sont un peu dépassés.
Je pourrais les moderniser, tout rationaliser. Augmenter vos marges bénéficiaires d'au moins 15% la première année. Mon père était aux anges. Il voyait Liam non seulement comme un futur gendre, mais aussi comme le successeur qu'il n'avait jamais eu. J'étais destinée à hériter de l'auberge, mais j'étais la créative, celle qui se souciait de l'expérience client et de l'esthétique. Papa s'était toujours inquiété de l'aspect financier. Liam était la réponse à ses prières. On lui a donné un bureau, un titre directeur de la stratégie financière et, plus important encore, un accès complet à nos livres de comptes. Sa mère, Eleanor, une femme qui semblait sculptée dans la glace, était sa plus grande supportrice. Elle venait visiter l'auberge, ses yeux balayant tout d'un regard critique, et disait des choses comme « Liam a un esprit si brillant pour ce genre de choses. Vous avez tellement de chance de l'avoir. Cet endroit a du potentiel, mais il a besoin d'une main de fer. » C'était condescendant, mais je me disais que c'était juste sa façon d'être. Elle était fière de son fils. Je devais l'être aussi. Les signaux d'alarme étaient là, bien sûr. Ils le sont toujours, n'est-ce pas? On ne les voit tout simplement pas quand on est aveuglé par l'amour. Ils étaient petits au début, de petits commentaires et gestes qui piquaient à la lisière de ma conscience. Chaque fois que j'essayais de poser des questions sur le nouveau logiciel de comptabilité qu'il avait mis en place, il me gratifiait d'un petit sourire condescendant. « Ne t'inquiète pas ta jolie petite tête pour ça, ma chérie. Ce ne sont que des chiffres et des feuilles de calcul ennuyeux. Toi, concentre-toi simplement sur le fait de rendre tout magnifique. » J'étais la créative, après tout. C'était mon rôle. Il était l'intelligent. C'était le sien. Il a commencé à m'acheter des cadeaux somptueux, une montre Cartier, un sac Chanel, un week-end à Napa. J'étais éblouie, mais une petite voix insistante au fond de mon esprit se demandait comment il pouvait se permettre tout cela. Son salaire était bon, mais était-il si bon que ça? Quand je lui demandais, il se contentait de rire. J'ai fait de très bons investissements, ma chérie, pour nous. Je sais maintenant ce qu'étaient ces investissements. Il investissait l'argent de ma famille dans ses propres poches. Les complices étaient tout autour de moi. Mon père, si désespéré d'avoir un fils et un successeur, lui a remis les clés du royaume sans la moindre hésitation. Nos amis de la famille roucoulaient sur le couple parfait que nous formions, sur la chance que j'avais d'avoir trouvé un homme si beau et si brillant. Personne ne remettait rien en question. Personne ne regardait sous la surface polie. Le faire aurait été admettre que le conte de fées n'était pas réel. Et qui veut faire ça? C'est ma mère qui a rompu le charme. Elle avait toujours été sa plus grande fan, juste après mon père. Elle aimait la façon dont il me couvait du regard, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand j'entrais dans une pièce. Mais ma mère est aussi une femme profondément pragmatique. Elle était comptable avant qu'elle et mon père ne lancent l'auberge, et elle a un esprit pour les chiffres plus affûté que personne ne le lui reconnaît. Elle a commencé à remarquer de petites choses. Une facture d'un fournisseur dont elle n'avait jamais entendu parler. Un virement vers un compte qui ne figurait pas sur leur liste habituelle. Elle a interrogé Liam à ce sujet et il lui a adressé le même sourire condescendant qu'il me réservait toujours. Juste une petite restructuration, Evelyne, pour optimiser notre efficacité fiscale. Ce fut son erreur. Il l'a sous-estimée, elle aussi. Pendant que Liam et moi étions à une dégustation de gâteaux, débattant des mérites du chiffon au citron contre le velours rouge, ma mère est allée au bureau. Elle a passé 6 heures à fouiller dans le nouveau système, rationalisé. Elle a suivi les miettes de pain. Le fournisseur inconnu était une société écran. Le nouveau compte était basé aux îles Caïmans. Elle a découvert une campagne de détournement de fonds systématique sur 2 ans, une hémorragie lente et régulière des actifs de l'entreprise totalisant près de 2 millions de dollars. Elle a tout imprimé. Les relevés bancaires, les registres de virements, les documents de constitution de la société écran, qui mentionnaient la mère de Liam, Eleanor, comme unique administratrice. Puis, elle a attendu que je rentre à la maison. Elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine, la même table où je faisais mes devoirs quand j'étais enfant, et elle a étalé les preuves de la plus grande trahison de ma vie. « Je suis tellement désolée, ma chérie », a-t-elle murmuré, ses propres yeux remplis de larmes, et mon monde s'est effondré. Les premières 24 heures furent un tourbillon de choc et un chagrin si profond qu'il ressemblait à une blessure physique. Je me suis enfermée dans ma chambre, le dossier de preuves posé sur mon lit comme un serpent venimeux. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. Je fixais simplement le plafond, rejouant chaque moment des 5 dernières années à la recherche de la vérité. Chaque souvenir était désormais un mensonge. Le voyage à Paris n'était pas une question d'amour, c'était la célébration de sa fraude réussie. Les cadeaux coûteux n'étaient pas des gages d'affection, c'était mon propre argent, jeté à ma figure. Mon téléphone vibrait sans cesse de ces textos. « Tu me manques, ma belle mariée. J'ai hâte de te voir ce soir. Je compte les secondes jusqu'à ce que tu sois ma femme.
Chaque message était une nouvelle vague de nausées. Je voulais mourir. Et puis j'ai voulu qu'il meure. Le deuxième jour, j'ai appelé Clara. C'était ma meilleure amie, ma demoiselle d'honneur, mon ancre émotionnelle. Elle est arrivée chez moi en 20 minutes, une bouteille de tequila dans une main et un pot de glace dans l'autre. Je lui ai tout déballé, ma voix se brisant alors que j'expliquais la profondeur de la tromperie. Elle n'a pas offert de platitude ou de réconfort vide. Elle a juste écouté, son expression se durcissant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle a pris une longue gorgée de tequila, a claqué le verre sur la table et a dit « D'accord, alors on va le détruire ». Et d'un seul coup, le chagrin a commencé à reculer, remplacé par un objectif froid et clair. Elle avait raison, je n'allais pas m'effondrer. Je n'allais pas le laisser s'en tirer comme ça. Il pensait épouser une petite fille naïve. Il était sur le point de rencontrer la femme qu'elle était devenue à cause de lui. Le plan a commencé à se former, non pas dans un déferlement de larmes de colère, mais dans un murmure calme et calculé entre deux amis. Le mariage était le piège parfait. C'était le symbole ultime de la vie qu'il essayait de voler. Et ce serait la scène de sa chute. Le plus difficile était de faire semblant. Je devais retourner dans le monde et agir comme si mon cœur n'était pas un tas de cendres. Je devais répondre aux appels de Liam et l'écouter parler de notre avenir, sa voix dégoulinant de cette fausse sincérité que je voyais maintenant pour ce qu'elle était, une performance. Il a fallu chaque once de mon sang-froid pour ne pas hurler la vérité au téléphone. Au lieu de cela, je suis devenue une actrice. Je jouais le rôle de ma vie, la mariée béate et sans méfiance. Je suis désolée d'avoir été distante, mon cœur, roucoulai-je. Juste le trac d'avant-mariage. Tu sais comment je suis. Il a tout gobé, bien sûr. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Dans son esprit, j'étais simple, émotive et complètement sous son charme. Son arrogance était ma plus grande arme. Les jours suivants furent une masterclass de tromperie. Je suis allée à mon dernier essayage de robe, souriant à la couturière pendant qu'elle faisait les derniers ajustements. J'ai finalisé le plan de table avec Eleanor, supportant ses déclarations suffisantes sur les invités qui étaient importants et ceux qui ne l'étaient pas. J'ai souri alors qu'elle se plaçait, elle et Liam, à la tête de la famille, littéralement et métaphoriquement. Elle parlait de la dynastie que nous construisions, et j'ai dû me mordre la langue pour ne pas lui rire au nez. Mon monologue intérieur était un feu déchaîné, mais mon extérieur était un lac placide. C'était épuisant de vivre cette double vie, mais c'était aussi une source de pouvoir. Je n'étais plus une victime passive de son complot. J'étais une participante active à sa chute. Chaque faux sourire, chaque terme d'affection fin, était un clou de plus dans son cercueil. Il pensait être aux commandes. Il n'avait aucune idée que le jeu avait changé, et que c'était moi qui fixais les règles maintenant. Pendant que je jouais le rôle de la joyeuse future mariée, ma mère et moi assemblions notre arsenal. Le dossier de preuve était un bon début, mais ce n'était pas suffisant. Nous avions besoin de quelque chose d'irréfutable, quelque chose qui ne laisserait aucune place au doute ou au déni. Nous avons engagé une experte comptable judiciaire, une femme au visage sévère nommée Madame Davy, qui a jeté un coup d'œil aux découvertes de ma mère et a hoché la tête d'un air sombre et satisfait. Théâtrale, mais bâclée, avait-elle dit du plan de Liam. Les hommes comme ça s'enivrent de leur propre intelligence. Ils laissent toujours une trace. Pendant que Madame Davy creusait plus profondément dans le labyrinthe numérique de la fraude de Liam, je me suis concentrée sur le monde physique. Je connaissais ses habitudes, ses routines, ses secrets. Je connaissais le bureau antique de son bureau à domicile qu'il gardait toujours fermé à clé. Il m'avait dit qu'il contenait des trucs de travail ennuyeux, mais il le protégeait de manière obsessionnelle. Pendant qu'il était parti pour une partie de golf avec mon père, une partie de golf que j'avais encouragée, je me suis mise au travail. Il m'a fallu moins de 10 minutes avec une épingle à cheveux et un tutoriel YouTube pour crocheter la serrure. À l'intérieur, je n'ai pas trouvé de truc de travail ennuyeux. J'ai trouvé un deuxième ordinateur portable et un téléphone prépayé. L'ordinateur portable était une mine d'or. Il contenait les vraies feuilles de calcul, celles qui montraient l'argent circulant de nos comptes d'entreprise, via la société Écran, vers un compte offshore personnel à son nom. Il y avait des emails entre lui et sa mère, discutant de leur stratégie, de leur calendrier et de leur mépris pour ma famille. « Elle ne se doutera jamais de rien », écrivait-il dans l'un d'eux. « Elle est trop amoureuse pour y voir clair. » Dans un autre, Eleanor le conseillait sur la meilleure façon de manipuler mon père. Tout était là, noir sur blanc. Le plan directeur de leur trahison. J'ai tout photographié, mes mains tremblant non pas de peur, mais d'une fureur vengeresse. C'était la preuve irréfutable. Et je savais exactement quand et où j'allais tirer. L'étape suivante fut la plus douloureuse. Je devais le dire à mon père. Il était le plus grand complice,
celui dont la confiance aveugle avait rendu tout cela possible. Il adorait Liam. Briser cette confiance serait comme lui briser le cœur, et le mien par la même occasion. Ma mère et moi l'avons fait asseoir dans son bureau, la même pièce où lui et Liam avaient passé tant d'heures à planifier l'avenir de notre famille. J'ai regardé le visage de mon père passer d'une fierté aimante, supposant que nous étions là pour discuter d'un détail de dernière minute du mariage, à la confusion, puis à un déni profond et horrifié, alors que je lui exposais les preuves. Il secouait la tête, refusant d'y croire. « Non », n'arrêtait-il pas de dire. « Il y a une erreur. Liam ne ferait pas ça. C'est un bon garçon. Il t'aime. » Ce n'est que lorsque je lui ai montré les photographies du deuxième ordinateur portable, les emails entre Liam et Eleanor, que le déni s'est finalement brisé. J'ai vu le moment où c'est arrivé. La couleur a quitté son visage, et il a semblé vieillir de 10 ans en 10 secondes. Le patriarche fier et fort que j'avais connu toute ma vie s'est effondré sous mes yeux. Sa colère contre Liam était éclipsée par sa propre honte et sa culpabilité. « C'est moi qui ai fait ça », a-t-il murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai tout donné. Ce fut une conversation brutale et déchirante, mais elle était nécessaire. Nous ne pouvions pas avancer sans lui. À la fin de la soirée, nous étions tous les trois unis. Le plan n'était plus seulement le mien et celui de ma mère. C'était une mission familiale. Nous ne les laisserions pas détruire ce que nous avions construit. Nous allions nous battre, ensemble. Avec mon père à bord, le plan a pris de l'ampleur. Nous avions moins de 72 heures avant le mariage. Le temps pressait. Madame Davis, l'experte comptable judiciaire, a travaillé jour et nuit, compilant ses conclusions dans un rapport net et accablant. Mon père, désormais animé d'une juste fureur, a contacté notre avocat et un détective de confiance de la police locale, un homme qu'il connaissait depuis 20 ans. Nous devions agir avec prudence. Nous ne voulions pas alerter Liam. Le détective a accepté que 2 officiers en civil assistent au mariage en tant qu'invités. Ils seraient là pour s'assurer que les choses ne dégénèrent pas et pour escorter Liam et Eleanor le moment venu. La phase suivante du plan était méticuleuse. Nous avons passé une journée entière dans une boutique de reprographie, à imprimer. Nous avons fait 150 copies d'un résumé du rapport de Madame Davy, complété par les emails et les relevés bancaires les plus incriminants. Chaque paquet a été placé dans une enveloppe ivoire impeccable, identique au programme du mariage. Ma meilleure amie, Clara, a été chargée de la distribution. Elle et quelques cousins de confiance les remettraient aux invités non pas à leur arrivée, mais au moment précis où je donnerais le signal. La tension dans la maison était à couper au couteau. Nous étions une équipe de conspirateurs, agissant avec un objectif commun et silencieux. Mes conversations avec Liam sont devenues un exercice surréaliste de maîtrise de soi. Il était de bonne humeur, parlant de notre lune de miel aux Maldives. Un voyage dont je savais maintenant qu'il était financé par le dernier gros virement qu'il avait effectué de nos comptes la semaine dernière. Il était suffisant, condescendant et totalement inconscient. Il était une mouche marchant avec assurance dans la toile d'araignée la plus élaborée qu'il puisse imaginer. Et j'étais l'araignée, attendant patiemment au centre. La veille du mariage, il y a eu la répétition, suivie du dîner de répétition dans un restaurant chic du centre-ville. C'était la répétition générale de ma performance, et le plus grand test pour mes nerfs. Entrer dans ce restaurant, tenant la main de Liam, c'était comme entrer dans la fosse au lion. Eleanor était dans son élément, présidant l'événement comme une reine tenant sa cour. Elle avait invité tous leurs amis, importants, une collection de personnes riches et arrogantes qui regardaient ma famille avec une condescendance à peine voilée. Je sentais leurs yeux sur moi, me jaugeant, la petite fille d'hôtelier pittoresque qui avait mis le grappin sur le brillant Liam Henderson, s'ils avaient su. Je suis restée assise pendant le dîner, picorant mon saumon, un sourire serein plaqué sur mon visage. J'ai écouté les toasts, chacun plus élogieux que le précédent. Ils ont parlé du génie de Liam, de son ambition, de son brillant avenir. Ils ont parlé de nous comme d'un couple de pouvoir, prêt à conquérir le monde. C'était nauséabond. Puis, ce fut au tour d'Eleanor de parler. Elle s'est levée, une flûte de champagne à la main, et a prononcé un discours qui était un chef-d'œuvre d'agressivité passive et d'autocongratulation. « Nous sommes tout simplement ravis d'accueillir Anna dans notre famille », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une douceur insincère. « Et nous sommes si fiers de Liam pour le travail incroyable qu'il a accompli pour aider l'entreprise de la famille d'Anna. Il a une vision, le don de Midas. Il renforce véritablement leur fondation pour l'avenir. » L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Elle a levé son verre. À Hannah et Liam, et à l'avenir très très prospère qu'ils construisent ensemble. Après le discours d'Eleanor, tous les yeux se sont tournés vers moi. C'était mon tour.
Liam a serré ma main sous la table, chuchotant « Vas-y ma chérie », dit quelque chose de charmant. Je me suis levée, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. C'était le moment, un avant-goût de ce qui allait suivre. J'ai pris ma propre flûte de champagne, ma main étonnamment stable. J'ai regardé autour de la salle, croisant le regard de chaque personne. J'ai regardé mes parents, qui m'ont fait un signe de tête subtil et encourageant. J'ai regardé Clara, qui m'a fait un petit clin d'œil féroce. Et puis j'ai regardé Liam et Eleanor, qui me souriaient, si pleins de fierté et d'arrogance. « Merci, Eleanor », ai-je commencé, ma voix claire et calme. « Et merci à vous tous d'être ici. Ce fut un voyage incroyablement instructif. » J'ai fait une pause, laissant le mot flotter dans l'air. Liam m'a tant appris. Il m'a appris les affaires, la confiance et l'importance de regarder sous la surface pour voir ce qui s'y trouve réellement. J'ai tourné mon regard directement vers lui. Il a une vision, c'est vrai, et c'est une vision qui a changé ma vie et la vie de ma famille pour toujours. J'ai levé mon verre. Alors, j'aimerais proposer un toast à obtenir tout ce que l'on mérite dans cette vie, absolument tout, à Liam. La salle a éclaté en applaudissements. Liam, complètement inconscient du double sens, s'est penché et m'a embrassé en murmurant « C'était parfait, mon amour. » J'ai simplement souri. C'était une promesse. Le matin de mon jour de mariage, je me suis réveillée non pas avec des papillons dans le ventre, mais avec de la glace dans les veines. Aujourd'hui, il n'était pas question d'amour et d'engagement. Il était question de justice et de châtiment. J'ai suivi les rituels d'une mariée se préparant pour son grand jour, mais tout n'était qu'une façade soigneusement construite. La coiffeuse, la maquilleuse, tout roucoulait sur mon calme. « Vous êtes la mariée la plus détendue que j'ai jamais vue », a gazouillé la maquilleuse. J'ai simplement souri et dit « Je n'ai jamais été aussi sûre de ce que je m'apprête à faire ». Pendant qu'elle s'occupait de mes cheveux et de mon maquillage, j'étais sur mon téléphone, en coordination avec Clara et mon père, dans une discussion de groupe que nous avions nommée « Projet Rossignol ». Les dossiers de preuves étaient en place, les officiers en civil étaient arrivés et se mêlaient aux invités. L'avocat était en attente. Tout était prêt. Enfiler la robe fut l'étape finale de ma transformation. Elle ne ressemblait plus à un fantôme ou à un linceul. Elle ressemblait à une armure. La dentelle ivoire était ma cotte de maille, le voile mon aume. En regardant mon reflet, je n'ai pas vu une fille au cœur brisé. J'ai vu une guerrière. Ma mère est entrée dans la pièce, ses propres yeux remplis d'un mélange de fierté et d'appréhension. Elle a ajusté mon voile, ses mains douces. « Es-tu prête pour ça, Anna ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai rencontré son regard dans le miroir, mes propres yeux clairs et stables. « Je suis née prête », ai-je répondu, et je le pensais. La marche vers la cérémonie fut la plus longue de ma vie. Les jardins de l'auberge étaient magnifiquement décorés, une image parfaite d'un mariage de conte de fées. Des centaines d'invités, amis et familles des deux côtés, étaient assis sur des chaises blanches immaculées. Le quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et de romantique. Tout était si parfait, si beau et si faux. Mon père m'attendait au début de l'allée. Il a pris mon bras, sa poigne ferme et rassurante. « Je suis si fière de toi », a-t-il murmuré, la voix chargée d'émotion. « Quoi qu'il arrive, souviens-t'en. » J'ai serré sa main. « Nous faisons ça ensemble. » Alors que nous commencions à marcher, toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai vu les visages de nos amis, de nos employés, de notre famille, et puis j'ai vu Liam, debout à l'autel, d'une beauté impossible dans son smoking. Il rayonnait, ses yeux pleins d'un amour triomphant que je savais maintenant être pure fiction. Il ressemblait à un homme qui venait de gagner au loto, et d'une certaine manière, il pensait que c'était le cas. En arrivant à l'hôtel, il a pris ma main, son contact me paraissant maintenant reptilien et froid. Il s'est penché pour me murmurer à l'oreille. « Tu es à couper le souffle. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Je lui ai juste adressé un petit sourire crispé. « Tu n'as pas idée, » lui ai-je soufflé en retour. L'officiant, un homme bienveillant qui connaissait ma famille depuis des années, a commencé la cérémonie. Il a parlé d'amour, d'engagement, du lien sacré du mariage. Je suis restée là, ma main dans celle de Liam, ne ressentant rien d'autre qu'un calme froid et attentiste. Le monde semblait ralentir, les mots de l'officiant se fondant dans un bourdonnement sourd. Toute ma concentration était tournée vers les moments à venir. J'étais consciente de tout, l'odeur des roses, la chaleur du soleil sur ma peau, le léger bruissement des invités sur leurs chaises. J'ai vu Clara, debout à sa place de demoiselle d'honneur, faire un petit signe de tête à ses cousins, qui étaient postés au bout de chaque rangée de chaises. Le signal. Les enveloppes allaient bientôt entrer en jeu. L'officiant est arrivé au moment crucial de la cérémonie. Il a souri à la foule assemblée. «
Si quelqu'un ici a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Une phrase traditionnelle, habituellement accueillie par un silence respectueux. Mais pas aujourd'hui. Un instant de silence passa. Liam serra ma main, un geste confiant et possessif. Et puis, j'ai fait un pas en avant, retirant doucement ma main de la sienne. Je me suis tournée vers l'officiant, ma voix résonnant dans le silence soudain et absolu. En fait, ai-je dit, ma voix parfaitement claire, parfaitement stable. Moi, j'en ai une. Un hoquet collectif a parcouru la foule. 150 têtes se sont tournées dans ma direction, leurs expressions un mélange de choc, de confusion et d'incrédulité. Le sourire de Liam s'est effacé, remplacé par un air de stupéfaction totale. « Hannah » a-t-il dit, sa voix un murmure confus. « Qu'est-ce que tu fais » Je l'ai ignoré. Clara s'est avancée et m'a tendu un petit micro discret qui avait été caché dans mon bouquet. Je me suis tournée pour faire face à nos invités, mon cœur battant non pas de peur, mais d'adrénaline. « Je m'excuse auprès de vous tous » ai-je commencé, ma voix maintenant amplifiée, atteignant chaque recoin du jardin. « Je sais que ce n'est pas pour cela que vous êtes venus aujourd'hui. Vous êtes venus pour un mariage. Mais malheureusement, un mariage requiert deux personnes qui s'aiment et se respectent. Et ce n'est pas ce que nous avons ici. » J'ai fait une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Je pouvais voir le visage de Liam, la confusion se muant en panique. Eleanor s'était légèrement levée de son siège au premier rang, son visage un masque d'indignation. « Que signifie tout ceci, Hannah » a-t-elle sifflé. J'ai rencontré son regard glacial. Ce que ça signifie, Eleanor, c'est que la fête est finie. À ce moment-là, comme un signal, les cousins de Clara ont commencé à descendre les allées, remettant les enveloppes ivoire à chaque invité. « Dans vos mains » ai-je poursuivi, ma voix gagnant en force. Vous trouverez le vrai programme du mariage. C'est une histoire d'amour d'un genre différent. C'est l'histoire d'un homme qui n'est pas tombé amoureux d'une femme, mais du compte en banque de sa famille. Le jardin s'est rempli du bruit de papier froissé alors que 150 enveloppes étaient ouvertes. J'ai regardé les visages des invités passer de la confusion à une horreur naissante. Je les ai vus lire le résumé du rapport de l'experte comptable judiciaire. J'ai vu leurs yeux parcourir les copies des emails entre Liam et sa mère. J'ai vu le moment où la vérité a frappé, le moment où la façade polie du couple parfait s'est brisée en 1 million de morceaux. Liam était blanc comme un linge, ses yeux allant de moi aux invités, puis à sa mère. Il ressemblait à un animal acculé. « Hannah, c'est de la folie !» a-t-il balbutié, faisant un pas vers moi. « Tu es hystérique ? C'est une blague, n'est-ce pas ?»« Est-ce que ça a l'air d'une blague, Liam ?» ai-je demandé, ma voix froide comme l'acier. J'ai fait un geste vers mon père, qui s'est alors levé et est venu à mes côtés. Mon père aimerait dire quelques mots. Mon père a pris le micro, sa voix tremblant d'une fureur que je ne lui avais jamais entendue. « Cet homme, a-t-il dit, pointant un doigt tremblant vers Liam, est un voleur et un escroc. Il a abusé de ma confiance et de l'amour de ma fille. Il a systématiquement volé près de 2 millions de dollars à ma famille, à l'entreprise que j'ai passé ma vie à construire. » La foule a éclaté en un faible murmure de choc et d'indignation. Les amis importants de Liam le regardaient maintenant non plus avec admiration, mais avec dégoût. Son château de cartes s'effondrait, d'un seul coup. « Elle ment !» a finalement crié Liam, sa voix se brisant de désespoir. « Ils mentent tous ! C'est un coup monté !» Eleanor était maintenant debout, son visage tordu de rage. « Comment osez-vous ? Mon fils est un homme bon, vous n'êtes qu'une petite fille gâtée qui fait un caprice. » Mais leurs protestations furent noyées par les preuves entre 150 paires de mains. La partie était terminée. Ils avaient perdu. Comme un signal, les 2 officiers en civil, qui s'étaient tenus tranquillement à l'arrière, ont commencé à descendre l'allée. Leur mouvement était calme, professionnel et absolument définitif. Ils ont flanqué Liam et Eleanor, leurs insignes désormais visibles. « Monsieur Henderson, Madame Henderson » a dit l'un d'eux, sa voix calme mais ferme. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. Le désespoir sur leur visage était un spectacle que je n'oublierai jamais. La suffisance, l'arrogance, la condescendance, tout a fondu, remplacé par une peur brute et pathétique. C'était la Schadenfreude, l'humour noir et satisfaisant de la justice rendue. Ils s'étaient crus intouchables. Ils avaient cru être plus malins que tout le monde. Et maintenant, devant tous ceux qu'ils avaient essayé d'impressionner, ils étaient exposés comme de simples criminels. Alors que les officiers les emmenaient, Liam m'a regardé une dernière fois, ses yeux suppliants. « Hannah, s'il te plaît » a-t-il imploré. Je l'ai juste regardé, mon expression indéchiffrable. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste regardé partir. Dès qu'ils furent partis, un silence étrange s'est abattu sur le jardin, rompu seulement par les chuchotements des invités stupéfaits.
Le décor de contes de fées était désormais une scène de crime. Le magnifique mariage était devenu une exécution publique. Je suis restée là un instant, le micro toujours à la main, et j'ai pris une profonde inspiration. Je me sentais calme. La rage s'était apaisée. La douleur était toujours là, mais c'était un écho lointain. À sa place se trouvait un profond sentiment de soulagement, de libération. J'avais repris le contrôle de mon histoire. J'avais refusé d'être une victime. Je me suis tournée vers nos invités. Encore une fois, je m'excuse pour le changement de programme, ai-je dit, un petit sourire ironique effleurant mes lèvres pour la première fois. Mais s'il vous plaît, restez. La nourriture est payée, le bar est ouvert. Appelons cela une célébration de nouveau départ. Et puis j'ai fait la chose la plus symbolique que je pouvais imaginer. Je me suis retournée. J'ai marché jusqu'au bord de la pelouse manucurée. Et d'un seul mouvement, décisif, j'ai ouvert la fermeture éclair de la belle et coûteuse robe et l'ai laissée tomber au sol en un tas de dentelle ivoire. En dessous, je portais une simple et confortable robe d'été. J'ai enlevé d'un coup de pied les talons douloureux, laissant l'armure là où elle gisait, et je me suis éloignée, pieds nus, dans les bras de mes parents et de ma meilleure amie. Nous ne sommes pas restés pour la fête. Nous sommes rentrés à la maison, nous 4, et nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, la même où mon monde s'était effondré quelques jours auparavant. Et pour la première fois depuis longtemps, nous avons simplement parlé. Nous avons guéri. Cela fait 6 mois depuis mon non-mariage. La bataille juridique a été compliquée, mais les preuves étaient accablantes. Liam et Eleanor ont tous deux accepté une négociation de plaidoyer pour éviter un procès plus public, et ils font maintenant face aux conséquences de leurs actes. Nous ne récupérons pas tout l'argent, mais nous en récupérons assez. Et plus important encore, nous avons récupéré nos vies. Reconstruire l'entreprise a été un travail difficile, mais ce fut un travail d'amour. Mon père et moi sommes maintenant partenaires, au sens le plus vrai du terme. Il fait confiance à ma vision créative, et j'ai découvert une aptitude surprenante pour l'aspect financier des choses. Je ne suis plus seulement la jolie petite tête dans son coin. Je suis une femme d'affaires. Je suis une survivante. Je suis une reine qui a sauvé son propre royaume. Je ne sais pas si je ferai un jour assez confiance à quelqu'un pour tomber de nouveau amoureuse, pas de cette manière dévorante et féerique. Cette partie de moi, la fille naïve et confiante, a disparu pour toujours. Mais cela me convient. La femme qui a pris sa place est plus forte, plus intelligente et plus résiliente que je ne l'aurais jamais cru possible. Parfois, les pires trahisons peuvent mener aux transformations les plus